Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil et merci de nous rejoindre, merci de nous retrouver chaque matinée dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, donc, nous allons parler énormément de la célébration du 5 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, à la veille, bien sûr, de cette grande célébration du 5 juillet. Nous allons aussi vivre avec vous des moments aussi historiques. Nous vivons des moments historiques d'ailleurs avec le rapatriement des 24 chefs donc, de la révolution populaire algérienne qui ont été donc rapatriés dans le sol algérien. Ils auront aujourd'hui, une cérémonie sera aussi présentée au niveau du Palais de la Culture en attendant d'être mis en terre aussi dimanche, demain, à travers donc aussi au cimetière d'El Halia, au carré des martyrs du cimetière de El Halia. Évidemment, nous allons beaucoup parler donc de ce rapatriement. Nous allons évoquer avec nos invités donc une page histoire avec un spécialiste en histoire. Hassan Arabe sera notre invité pour nous parler donc de cette tribu des Hatcha, parler aussi de cette révolution populaire et bien sûr ce combat et surtout ce lourd tribut qu'a payé notre peuple algérien. Nous allons y revenir aussi à travers cette démarche aussi de rapatriement qui est aussi une démarche très importante. Bien entendu, parler aussi de la mémoire, la restitution de la mémoire qui reste aussi une démarche fondamentale pour l'avancée d'un peuple et d'un pays. Nous allons aussi en parler avec le professeur Khiyati qui lui est sur tous les combats. Il l'avait évoqué aussi, parler des crimes de guerre qui sont aussi nombreux, pas que évoqués. Certains ont été évoqués, d'autres pas encore. En tout cas, nous allons beaucoup en parler avec le professeur Khiyati. Voilà, c'est tout les débats que nous allons soulever. Nous allons bien évidemment vous faire vivre aussi la cérémonie d'hier, le rapatriement. Nous allons encore revoir des images et vous faire aussi partager des témoignages, des reportages de nombreux chercheurs, historiens et aussi la population algérienne qui a réagi après ce rapatriement. Un 5 juillet qui revêt aussi une teinte particulière et aussi un cachet particulier, bien sûr, un jour qui n'est pas comme les autres. Un 5 juillet particulier cette année. Nous allons beaucoup en parler. Nous allons aussi parler de la fête de la jeunesse, parce que le 5 juillet, c'est aussi la fête de la jeunesse. Nous aurons des jeunes sur notre plateau également, pour vivre avec eux ce moment historique, mais aussi parler de la reconstruction, la continuité, bien sûr, dans l'évolution, bien entendu, de notre pays, avec des jeunes comme notre jeune aussi pharmacienne, qui fait partie de la CEPA, qui fait partie aussi de cette association des pharmaciens algériens. Ils ont beaucoup d'actions scientifiques. Elle viendra nous parler de leurs actions scientifiques et bien entendu, cette démarche, revenir sur ce 5 juillet. Nous aurons également une artiste chanteuse qui elle aussi s'adapte avec le 5 juillet avec des chants patriotiques. Elle nous parlera aussi de son parcours toujours tourné vers la culture et bien sûr l'amour de son pays. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous faire vivre le moment bien sûr historique à travers bien sûr cette date du 5 juillet. On va commencer tout de suite avec rappel sur l'histoire et cette tribu, la révolution des Hatcha, un sujet qui a été traité par notre journaliste Badia Armani. استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب القوة الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا الشبان. Dans la région des Hatcha, aux alentours de Biskra, au sud de l'Algérie, une révolte a été déclenchée en 1849 et conduite par Cheikh Bouziane. Cette révolte a duré 4 mois. Elle compte parmi les plus importantes révoltes ayant marqué la lutte contre la présence coloniale et a eu une grande influence sur le peuple algérien. Cette résistance populaire a suivi celle menée par l'émir Abdelkader. Le Cheikh Bouziane, chef de cette résistance, est considéré comme l'un des chefs de file des révoltes populaires déclenchées à travers le pays pour faire face à l'occupant français. Le Cheikh Bouziane a appelé les tribus des oasis voisines à le rejoindre pour repousser l'armée française et protéger la région. Ce héros de l'Algérie est tombé au champ d'honneur le 26 novembre 1849. Sa tête, celle de son fils et d'autres résistants ont été exhibées aux portes de Biskra. Par la suite, leurs crânes ont été transférés en France pour être exposés au musée d'histoire naturelle de Paris. Aujourd'hui, les crânes de nos héros sont de retour au pays, comme l'a promis le président de la République Abdelmajid Tebboune. Ils seront inhumés dans leur patrie, l'Algérie.
استعمار في بلادنا نكسر سيف ضد الحروب هالقوة الشجعان. Voilà, là, bien sûr, la tribu des Aatcha, on va beaucoup en parler aujourd'hui avec notre spécialiste en histoire, journaliste, chercheur en histoire. Bonjour Hassan Arab. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, les Algériens vivent des moments historiques en ce moment avec hier, cette journée particulière, tant attendue. Un jour tant attendu par de nombreux Algériens. C'est un grand jour d'histoire et de mémoire. C'est le jour où la mémoire, c'est la victoire de la mémoire contre l'oubli. C'est ça. Voilà. Donc voilà, le rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens coïncide avec un moment historique très très important, celui de l'indépendance, la célébration de la fête de l'indépendance de l'Algérie, mais aussi il intervient après l'institution de la journée de la mémoire, dire tout le travail qui se fait justement pour sauvegarder, mais aussi pour préserver notre mémoire. Donc, vous êtes justement un des acteurs piliers de cette histoire, jaloux donc de cette histoire et de la préservation et de la transmission, puisque vous avez une chronique, vous animez à la radio justement un éphéméride où vous racontez chaque jour une histoire, l'histoire bien sûr de notre peuple, surtout du vécu de notre peuple et en particulier bien entendu la guerre, cette guerre de libération nationale. Mais là, avec le rapatriement justement des crânes des résistants algériens, on découvre ou bien on redécouvre un aspect qui est resté, le parent pauvre des chercheurs, notamment des études universitaires, la violence coloniale au XIXe siècle. Parce que c'est une violence qui a été terrible. Le mot d'ordre des officiers français, c'était l'extermination des Algériens, avec des procédés infâmes. C'est le cas de ces, justement, résistants qui ont été décapités. Et puis, on décapitait les résistants, on décapitait les gens, et puis on plaçait leur tête sur des piquets. Et puis on les expose au marché, on les voilà, sur les places, on les expose sur les places publiques et on oblige les populations à assister à ce massacre, c'est-à-dire à ce spectacle macabre. On a très souvent évoqué sur nos plateaux de télévision les médias, les journalistes de la presse écrite, les chercheurs, les historiens d'ailleurs, sans lesquels ce travail ne peut pas être effectué, se faire. Plusieurs fois nous avons évoqué ces massacres sur toute la population bien sûr algérienne. On a évoqué les enfumats du Dahra, on a évoqué bien sûr l'extermination et surtout comment on appelle ça justement, les essais nucléaires aussi, on n'oublie pas. Tous ces massacres, certaines autres tribus qui ont été aussi rasées, beaucoup. Les déportations de Nouvelle-Calédonie. Exactement, c'est le cas de la tribu justement des Aatcha qui a été complètement anéantie. C'est-à-dire à lire même la littérature des officiers français du 19e siècle, c'est des textes d'où se dégage un cynisme extraordinaire quand il vous dit on a épargné un aveugle, rien que ça. Oui, rien que ça, oui. Rien que ça. Je l'ai lu. Et puis, il y a eu donc l'extermination pure et simple de cette tribu des Aatcha après un siège qui a duré plus de 4 mois. Ça va de juillet jusqu'au mois de novembre 1849. Et puis en 1849, en novembre 1849, c'était l'assaut et c'était l'extermination maison par maison, pour reprendre l'expression. Un combat qui n'était pas équitable du tout. Un combat qui n'était pas équitable. Moi, j'aimerais bien reprendre... L'armée française était venue en force. Oui, pour reprendre l'expression de notre ami Fouad Soufi. Lui, il parle d'une armée de brigands. C'est une armée
qui faisaient dans le brigandage au 19e siècle en Algérie. Et puis contre des résistants, certes, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient quelque chose d'extraordinaire, c'était la détermination, la stratégie de guerre, mais aussi ils avaient la foi. Oui. Et c'est la dernière phrase d'ailleurs de Cheikh Bouziane, Cheikh des Zaacha. Le vaillant chef donc de la tribu. Oui, oui, de la tribu des Zaacha, avant qu'il ne soit fusillé puis décapité avec son fils et le marabout Sidi Moussa des Zaacha. Alors cette tribu, justement, on va peut-être raconter leur histoire, comment est-ce qu'ils se sont constitués. Après, surtout, la capitulation aussi de l'émir Abdelkader. Ils sont restés quand même debout, fiers, et ils ont continué aussi à mener le combat en tant que résistants algériens. Donc c'est une résistance qui intervient dans un moment important de l'histoire d'Algérie, parce qu'elle intervient après la défaite de l'émir en 1847. Et puis, à l'époque, l'administration coloniale pensait que la résistance était finie. Donc, et voilà un foyer de résistance inattendu, parce qu'il vient de l'Est. Oui. Pour eux, l'Est, à l'époque, était sous domination, pacifique. D'où, justement, cet acharnement de l'armée française contre cette rébellion. Il ne faut pas oublier également qu'en 1848, c'est le début des premiers contingents de citoyens qu'on ramenait pour mettre en place ce qu'on appelle la colonie de peuplement. C'est pour ça, dans leur tête, c'était l'Algérie était pacifique, donc maintenant on procède au peuplement, bien sûr, c'est-à-dire à la création de la colonie de peuplement. C'est pourquoi ils ont décidé de réduire à néant toute tentative de résistance. Même femmes et enfants, justement. Les femmes et enfants, c'était colonisés, exterminés. Ouais. Puis, après cette révolte des Aachas, cette révolte et cette résistance, il va y avoir également une résistance au centre. Autour de Boubrla, il y a la Fatma Souma, qui va subir exactement le même sort, parce que Boubrla, il sera pourchassé, poursuivi et puis arrêté et exécuté par des caïds zélés au service de l'administration coloniale. Ils vont offrir sa tête comme un trophée à l'administration coloniale avant qu'il ne soit par la suite remis à un collectionneur macabre, un directeur d'hôpital à Constantine, qui va le conserver dans ses archives personnelles. Fièrement, comme butin de guerre. Oui, comme butin de guerre. C'était justement les pratiques atroces. Ça faisait partie donc de ces pratiques. De leurs pratiques. Ce médecin, ce directeur d'hôpital, Edmond Vital, après sa mort, son frère va remettre donc les crânes, parce qu'il avait une collection de crânes au musée des sciences naturelles à Paris. Voilà. Et ça fait partie justement aujourd'hui des démarches que peuvent entreprendre justement les historiens pour rétablir une vérité et rappeler les faits réels du colonisateur français, l'exaction. C'est toute la symbolique justement de ce rapatriement des dépouilles algériennes. Ça nous permet justement de revendiquer, de demander à ce qu'il y ait des travaux, plus de travaux, et pour montrer ce côté violent. Voilà. De la colonisation au 19e siècle. Et cette barbarie surtout, parce qu'il faut mettre les mots exacts, c'est une véritable barbarie qui a été commise sur le peuple algérien, une population jeune, innocente aussi, femmes, enfants et résistants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir donc, de 1830, on a commencé à exterminer des tribus. Il y avait la tribu d'Aoufia du côté d'El Harrach. Il y a les tribus du côté Ouledriah, du côté de Mostaganem, qui ont été enfumées. Donc, toutes ces tribus, il va y avoir le massacre de l'Arwat, où la ville, en 1852, a été complètement anéantie.
hommes, femmes, vieilles, vieux, étaient massacrés. C'est les 3/3 de la population qui ont été exterminés. Sans oublier les répressions par la suite qui ont été vraiment terribles. Exemple, le 8 mai 45 aussi, on en parle. Le 8 mai 45, c'est une sorte... Donc, c'est une sorte de répétition générale au XXe siècle de ce qui a été fait tout au long du XIXe siècle. Parce que nous assistons au massacre des populations rurales, au massacre d'une manière, à la destruction des tribus, aux enfumades, parce qu'on a mis un certain nombre de victimes algériennes dans les fours à chaud. C'est les pratiques du nazisme, justement. C'était les pratiques du nazisme, non, c'était les pratiques coloniales, parce que ces procédés nazis, qu'on dit nazis, étaient déjà fonctionnels au XIXe siècle par l'armée coloniale. Tout à fait. Eh bien, on va voir ensemble justement cette histoire donc, de la restitution donc, des restes des Moudjahidines et Chouhada algériens. Regardez, c'est un reportage signé Nakhla Al-Arbi. Avec la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire, la France est mise face à la partie sombre de son histoire. Un pan qui n'a rien d'honorable et qui en dit long sur la farouche résistance à laquelle elle s'est heurtée dès le début de la colonisation. Les restes de ces héros martyrs ayant subi les pires violences, car pour pousser encore plus loin le crime, l'armée coloniale est allée jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur corps en les décapitant. Les restes de ces héros martyrs étaient relégués au rang de prise de guerre, réduits à de simples numéros conservés dans des boîtes que la France s'est refusé de restituer pendant des décennies. Cherif Boubarla, Cheikh Bouziane, Moussa Darqawi, Aïssa Al-Hamadi, Mohamed Ben Allel, Ben Mebarak et tous les autres membres et figures de proue de la résistance populaire qui ont à armes inégales tenu tête à un adversaire beaucoup plus puissant, faisant que leur nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective, accentuant de fait le crime absolu contre l'humanité commis par l'empire colonial que cette restitution met aujourd'hui une deuxième fois à nu. L'usage et le recours à la violence par la France comme un moyen jugé efficace pour contrer toute velléité de révolte populaire qui laisse aujourd'hui encore perplexes les chercheurs en psychologie. Le nombre de restes mortuaires d'Algériens conservés dans le musée parisien s'élève à 536. Ils proviendraient de toutes les régions d'Algérie. L'anthropologue Ali Farid Belkadi, qui a soulevé en 2011 la question des crânes après des recherches au musée, déplorait alors que ces derniers soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées. Constituant une des principales revendications de l'État algérien sur la question de la mémoire, la restitution des restes des 24 résistants algériens à l'invasion et la colonisation française, conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée d'histoire naturelle de Paris, n'est qu'un juste retour des choses, un devoir de respect sacré envers les pionniers de la lutte contre l'oppression coloniale française. À ce jour, la partie française ne fait pas montre d'une réelle volonté de clore ce dossier définitivement. Il le faudra bien pourtant. La génération actuelle et celles qui lui succéderont demeureront attachés à la demande de restitution de toutes les archives nationales détenues par la France et se rapportant à plusieurs périodes de notre histoire, comme l'a souligné Abdelmajid Chikhi, conseiller auprès du président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. On a pu voir un résumé justement de ce rapatriement. On va beaucoup en parler aussi avec professeur Khiati de toutes ces démarches. Avec Hassan Arabe, on revient sur l'histoire et surtout ces tribus qui ont beaucoup souffert et surtout ont porté la résistance algérienne. On est fiers de toutes ces tribus qui ont été là au devant et surtout arrachées, continuer à résister aux colonisateurs français. Il faut souligner le fait que les Algériens, toutes les tribus, c'est-à-dire au XIXe siècle, ils n'ont jamais accepté le fait colonial. Oui. C'est-à-dire, ils l'ont combattu, ils ont résisté avec les moyens qu'ils avaient, mais ils n'ont jamais accepté parce que les révoltes se sont poursuivies pratiquement jusqu'en 1917 avec la révolte des Aurès contre la conscription obligatoire, voilà. La révolte de 1916. Mais avant, il y avait la révolte de 1901, par exemple, qui est importante. C'était justement une révolte qui a été provoquée à Ain Turki, c'est anciennement Marguerite, et voilà, il y a des populations qui vont s'élever contre quelque chose d'extraordinaire, c'est les procédés de la colonisation, c'est-à-dire les expropriations. Voilà. Donc, ils voulaient absolument protéger leur terre leur terre qui était une terre nourricière. Donc ça a fait quand même, c'est une petite révolte
dans un petit village, c'était un village colonial, mais qui avait un retentissement extraordinaire parce qu'il va y avoir un procès. Et le procès s'est déroulé à Montpellier, et puis il y avait l'avocat qui est un Guadeloupéen, l'admiral, qui a fait un travail extraordinaire. C'était un libéral, donc il a essayé de, non pas dénoncer la colonisation, parce qu'à l'époque on ne dénonçait pas encore la colonisation, mais plutôt on a mis l'accent sur les procédés coloniaux. On a commencé donc à dénoncer d'abord les procédés coloniaux, bien sûr, des terres, la politique de la terre brûlée aussi, etc. Ça fait partie des crimes. Bien sûr, ça fait partie des crimes, parce qu'au XIXe siècle, la France voulait s'accaparer des territoires, des meilleures terres. Et puis on poussait les Algériens vers les terres arides, etc. Mais une fois exploités, mis en valeur, etc., on les pousse encore vers les jachères, comme on dit. C'est très, très difficile justement d'entendre aujourd'hui. Les Algériens ont été quand même choqués par cette atrocité, ce fait, ce crime contre l'humanité. C'est vraiment, c'est-à-dire surtout cette honte pour la France quand même. Honte, moi j'ai pas trouvé le mot pour qualifier cette barbarie. Cette barbarie, oui, il faut le dire, c'est la barbarie coloniale, notamment donc les premières années de la colonisation. Il y avait dans la stratégie de Bugeaud, qui avait eu tous les pouvoirs, parce qu'il était maréchal de France, il avait le bâton de maréchal, il était le chef suprême des armées, mais aussi le gouverneur des Algériens. Lui-même, il avait ordonné à ses officiers, péliciers, tristement célèbres pour les enfumades du Dahra, d'exterminer d'une manière systématique les Algériens. Donc il savait ce qu'il faisait. D'accord. Et quand on décapite des surtout, têtes... ils étaient fiers donc, de ces actes odieux, barbares, puisqu'il y avait des correspondances qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui présents au niveau donc, des musées. Et les historiens arrivent aussi à avoir les preuves. Ils rapportaient dans leur littérature, dans leur correspondance, avec beaucoup d'orgueil. Beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, oui. Leur fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on encourageait, par exemple, la collecte des oreilles des Algériens. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois, il y avait ce procédé de mutilation du corps des Algériens. C'est en fonction du nombre d'oreilles, par exemple, qu'on procédait à la promotion dans les grades d'un certain nombre d'officiers. Par exemple, le sinistre Saint-Arnaud, dans une lettre à son frère, il dit, voilà, il faut que j'occupe la région de Gigel parce qu'il me faut la 3e étoile. Donc, voilà, pour vous dire que il fallait occuper plus pour grimper dans le grade. Voilà. Donc c'était un procédé bien encouragé par les plus hautes autorités coloniales à l'époque. Voilà, tout à fait. Et par la suite, sont arrivées d'autres exactions, comme le 17 octobre 1961 sur le sol français. Ce peuple algérien qui a encore beaucoup souffert, et encore une fois dans l'impunité totale. Et la colonisation, tout au long, les 132 années de la colonisation sont synonymes d'une terrible violence. Voilà. C'est ça ce qu'il faut expliquer aujourd'hui aux Algériens. C'est une des guerres les plus atroces, et surtout répression contre un peuple qui ne demandait qu'à avoir son indépendance, son autodétermination. C'est pourquoi nous allons célébrer demain la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. C'est pourquoi l'indépendance de l'Algérie, c'était un grand moment, non seulement pour les Algériens à l'époque, mais pour toute l'humanité, parce que c'est un peuple qui s'est révolté, qui a lutté durement pour son indépendance et qui a vaincu l'une des puissances les plus importantes à l'époque.
Exactement. On avait donc beaucoup parlé, vous avez aussi parlé des nombreuses tribus qui ont subi des affres. Il y a aussi les Houfia aussi. Oui, les Houfia, c'est du côté de Là, c'est la première tribu qui a été massacrée en 1830. Donc là, c'était vraiment terrible parce qu'on a exterminé vraiment les femmes, les enfants, les vieux, etc. pour un fallacieux prétexte d'un diplomate qui aurait été volé, et puis on envoie un bataillon qui va massacrer les populations. Et puis, justement là, on a ramené donc des boucles d'oreilles encore avec les bouts de chair, des mains encore plutôt des bracelets suspendus à des poignets qu'on a exposés et vendus au niveau du marché de Bab Azoun à l'époque, pour vous dire que les atrocités commises par ce système colonial, ça c'était dès le début. Sans oublier bien sûr l'occupation des lieux de culte, la destruction systématique de toutes les médersas. Il ne faut pas oublier que... Ça fait partie, non, il ne faut pas oublier. Ça, c'était le constat des Français eux-mêmes. Les Algériens savaient lire et écrire à leur arrivée, déjà. À 80%. C'est des chiffres. Or, les Français. Or, les Français à l'époque, la même année, c'est des données françaises, le taux d'alphabétisation de la société française ne dépassait pas les 30%. Voilà. Et bien entendu, fièrement, ils disaient qu'ils étaient venus d'un esprit, bien sûr, de construction et d'éducation. Alors qu'à l'indépendance, les Algériens avaient donc beaucoup perdu parce qu'ils étaient donc... C'était 18% étaient... Ils étaient privés d'éducation et d'enseignement, voilà. Sauf certaines personnes déprivilégiées qui ont pu accéder au savoir. En tout cas, merci beaucoup Hassan Arab. C'est moi. C'est toujours un plaisir de parler avec vous d'histoire et puis revenir sur cette date historique. Alors pour vous, demain, ça va être un jour aussi magnifique, journée de la jeunesse. Donc la fête de la jeunesse et d'indépendance, pour moi, comme l'a si bien écrit Mahfouz Qaddash, parce que ça résume un grand historien, Allah yarhamou. Historien, et l'Algérie se libéra. Donc après tant de peine, tant de résistance, de souffrance. Et l'Algérie se libéra. C'est ma dernière. Et bien entendu, on a eu, grâce à vous aussi, plusieurs fois évoqué cette date du 5 juillet qui n'est pas arrivée aussi fortuitement. Le peuple algérien, le 11 décembre 1960, avait donc dit au monde entier qu'ils étaient là pour arracher leur libération et leur liberté. Et bien sûr, s'en est suivi, bien entendu, les accords d'Évian pour enfin accéder au 5 juillet. Cette date historique. Voilà, aujourd'hui ça a été particulier. On n'a pas trop parlé du 5 juillet, mais plutôt bien sûr de ces tribus qui ont beaucoup souffert, et grâce à vous, on a pu lever le voile sur certaines résistances algériennes. Merci beaucoup Hassan Arab. Bon courage à vous. Merci. Et à très bientôt. On continue notre programme. On va beaucoup parler bien entendu aussi d'histoire, et cette fois-ci Algérie Post. Et le timbre poste algérien s'est toujours penché sur l'histoire de notre pays, en particulier les dates historiques, à travers bien sûr les timbres poste, et Dieu sait comme c'est très important. L'oblitération aussi d'une enveloppe, c'est très important, et l'oblitération bien sûr de l'enveloppe premier jour. Regardez, c'est un reportage signé Badia Armarni. Symbole de la souveraineté nationale, l'Algérie a émis son premier timbre postal le 1er novembre 1962. Le nombre des timbres émis était alors de 12 000, distribués au niveau des différents bureaux de poste que comptait le pays. Au fil des années, les artistes plasticiens algériens ont contribué à mettre en avant l'histoire de l'Algérie et la résistance populaire grâce à des personnalités historiques et à les immortaliser, à commencer par Lalla Fatma Nsoumer en Kabylie,
de 1852 à 1856, ولاد سيدي الشيخ سيدي الزرق بالحاج à l'ouest et au sud-ouest, Al-Mokrani et Cheikh Al-Haddad en 1871. Cheikh Al-Mokrani prend le flambeau de cette résistance en 1881. Les timbres postaux algériens ont également retracé l'insurrection et la révolution menée dans le grand sud algérien. Toutes ces personnalités et ces symboles de la résistance, à l'exemple de Cherif Boubrla et Cheikh Hamoud et les autres, restent éternels dans l'histoire de la résistance algérienne et surtout dans la mémoire collective. Voilà. Voilà, nous célébrons le 58e anniversaire de la libération de l'Algérie, la fête de l'indépendance, la fête aussi de la jeunesse. Vous avez pu suivre avec nous à présent donc, le débat avec Hassan Arabe, et à présent nous allons donc accueillir comme il se doit le professeur Mustafa Khiyati. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de l'invitation. C'est le mec, on est toujours très heureux de vous recevoir. Parce puis que Mabrouk Alina pour Mabrouk Alina, la fête de l'indépendance de la jeunesse. Oui. Alors avec vous c'est toujours intéressant de pouvoir débattre puisque vous allez sur tous les fronts. On a eu plusieurs fois le plaisir de vous recevoir pour parler santé, pour parler aussi histoire, et cette fois-ci parler aussi de la restitution, de cette restitution qui est une page aussi d'histoire de l'Algérie très importante. Tout à fait. Ça a été une démarche qui a été longuement préparée donc, par des chercheurs, des historiens, préhistoriens. Vous vous êtes toujours intéressé à ça justement. Bon, c'est d'abord, ça fait partie un peu de la quête mémorielle que tous les intellectuels en Algérie devrait faire. Parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, restituer une partie de notre passé. Et le peuple qui est un peuple qui n'a pas tant qu'il n'est pas possesseur de son passé, ne peut pas tracer son avenir. Exactement. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. Moi je dirais que tout simplement, j'ai parlé de ce sujet-là déjà en l'an 2000, dans le premier livre que j'ai fait sur l'histoire de la médecine en Algérie, parce que j'étais frappé lorsque j'ai lu ces problèmes-là, d'autant plus que ces crânes étaient exposés au musée de l'histoire de l'homme en France jusqu'en 1967 où ils ont été retirés et mis au niveau des archives. Je salue à cette occasion deux personnes qui ont joué un rôle important. C'est d'abord Farid Belkadi en 2011 qui a été à l'origine d'une pétition demandant justement la restitution. Après lui, c'était l'écrivain Brahim Senoussi qui a également joué un rôle important. Comme vous l'avez également signalé, c'est un processus qui a commencé en 2017. En 2017, il y a eu une demande officielle de l'ambassade d'Algérie et ce processus-là, selon la loi française, doit obéir à plusieurs étapes. Il y a eu d'abord une déclassification qui a duré presque un an. Ensuite, il y a eu donc demande, déclassification, préparation de la loi, vote de la loi par le Parlement et par le Sénat pour arriver aujourd'hui à la restitution. Donc c'est un long processus, mais il faut dire qu'il y a eu des précédents. Oui, il y a eu des démarches. Des précédents d'autres pays. D'abord en Argentine, où un chercheur français a volé des crânes et des ossements qu'il a ramenés à Paris. Donc il y a eu une démarche de l'Argentine pour récupérer cela. Et également pour l'Afrique. La Nouvelle-Zélande aussi. L'Afrique du Sud, où une dame africaine a été ramenée à Paris. Lorsqu'elle est morte, les ossements se sont retrouvés également. Et l'Afrique du Sud a réclamé, obtenu donc le rapatriement de ces ossements. Et ça, c'était bien avant 2004. Donc, vous voyez un peu le problème. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait satisfaits donc d'un début de restitution de ces ossements, d'autant plus qu'ils ne sont pas de gens anodins. Mais alors là, on est en train de voir justement des images de cette cérémonie solennelle et aussi officielle avec le chef de l'État et l'armée, l'ensemble donc de l'armée, avec l'arrivée de l'avion qui restituait, donc qui a rapporté donc les chouhada.
Et c'est vrai que c'était vraiment des moments très émouvants pour tous les Algériens. Tout le monde a suivi ce direct et ces émissions. Ça a été, enfin, c'était des moments d'intense émotion pour les gens qui connaissent l'histoire et même pour les jeunes aujourd'hui qui découvrent une partie de leur histoire. C'est important. Je dirais que c'était pas des gens anodins, c'était de grands résistants. Donc, lorsqu'on cite par exemple Mohamed Lemjad Ben Abdelmalek, dit Boubarla, et que Farid Balqadi, à qui lui a consacré un livre qui s'appelle le Sultan à la mule grise, qui est sorti en 2011 à Tala. Boubarla était un grand homme, puisque... Qui a fait peur, justement. Oui, d'abord il faut rappeler qu'il était dans l'armée de l'émir Abdelkader, et à la fin de 1947, donc il a rejoint la Kabylie. Lui, il est du sud oranais. Donc il a rejoint la Kabylie, il a été bien accepté, il a pu rassembler tous les gens qui voulaient résister à la France. Il s'est installé dans la région de Melikh, entre le Djurdjura et la Soumam, où il a donc mis en armée, et il a plusieurs fois eu des véritables batailles avec l'armée française. Il a été même blessé par l'armée sous le commandement du général Pélissier, et il a eu également des contacts avec Fatima Nsoumel, qu'il a demandé en mariage, mais comme elle était divorcée, son premier mari n'a pas voulu la libérer, donc ils n'ont pas pu se marier. C'est un grand homme, Boubarla, et il a été tué de façon froide et traîtresse, et exposé par la suite, par un goum du Bachara ou du l'Akhdar Mokrani de Beni Abbas en 1855. Très bien. Alors c'est vrai que c'est très important. Vous donnez des détails et surtout des dates et l'histoire, des détails donc de notre histoire. Là, quand on voit ces 24 cercueils qui emportent donc les restes donc de nos résistants, glorieux résistants algériens, c'est très difficile aussi d'apprendre et d'entendre cette histoire. Et surtout ce combat et surtout cette atrocité du peuple qu'a subi le peuple algérien. Donc quand on voit Agda, les images... Alors dans ces cercueils, il y a également le crâne de Aïssa al-Hamadi, qui est un des lieutenants, des adjoints de Boubarla, qui est un homme également connu. Il y a surtout également Cheikh Bouziane. Alors Cheikh Bouziane, qui a conduit la résistance d'une oasis, les Aatcha, en 1849. Le siège a été l'un des sièges les plus marqués de la guerre contre la colonisation française, et qui a duré 6 mois, une petite oasis où il y avait peut-être 2000, 3000 personnes qui y vivaient. Une résistance qui n'était pas du tout attendue. Farouche. L'armée française a dû déplacer plusieurs contingents. À la fin, il y avait 8000 soldats avec l'artillerie qui a été ramenée de Constantine, et le gouverneur militaire de Constantine, qui était le général Herbillon, a dû faire le déplacement lui-même, et il y a eu une offensive terrible le 26 novembre. Les habitants ont été passés au fil de l'épée et tués un après l'autre. Il ne restait à la fin de la bataille qu'un aveugle et quelques femmes. Voilà. Ce qu'il faut dire également, c'est que l'armée, le général Herbillon a donné instruction pour qu'on lui ramène vivant Cheikh Bouziane, et c'est ce qu'il a fait. Il a été donc ramené avec son fils et le Cheikh Moussa Darqawi. Alors, ils ont été fusillés, décapités, et leurs têtes ont été exposées sur la place du marché de Biskra pendant longtemps, avant d'être ramenés sur Constantine, ensuite Alger, et ce n'est que vers 1880 qu'ils ont été envoyés en France. Tout à fait. Alors, avec vous, on évoque bien entendu surtout les démarches de cette restitution, et surtout dénoncer les crimes de guerre, qui sont des crimes odieux. Alors, avec des intellectuels, avec des chercheurs, avec des professeurs en histoire, des politologues aussi, il a fallu donc rétablir l'histoire et rappeler aussi ces exactions qui ont été faites, et heureusement qu'il y a encore des correspondances, des témoins aussi qui peuvent aussi raconter cette histoire. Il y a beaucoup d'écrits, notamment les archives militaires qui sont au niveau des archives du Val-de-Grâce, dont certains n'ont pas encore été explorés, et l'accès
à ces exercices-là demeure encore très difficile pour les Algériens. Ça, c'est encore aussi un crime. C'est aussi un crime. Ça fait partie d'un crime, des crimes odieux qui ont été donc faits par le colonisateur français. Alors, il faut peut-être également que, pour que les jeunes comprennent le déséquilibre flagrant qui existait à l'époque, c'est que les Algériens avaient affaire, pas à n'importe qui, mais à la puissance de l'époque, la puissance mondiale, puisque l'armée française, l'armée de terre, était la plus puissante du monde. Je parle de 1849, mais en 1852-53, 30 000 hommes de l'armée française ont pris l'Italie et défait l'Empire austro-hongrois. Voilà. C'est pour dire la puissance de cette armée-là. Cette puissance de cette armée-là, la France a dû mobiliser pratiquement 126 000 hommes pour lutter contre l'émir Abdelkader et ensuite lutter notamment contre certains oasis qui avaient brandi, il n'y a pas que l'oasis des Saachab, parce qu'ensuite il y a eu l'Ahwat en 1853, il y a eu l'Amri en 1876. On a évoqué cela avec M. Hassan Arabe. On va voir ensemble justement un témoignage qui reste encore un des témoignages aussi très forts, parce que beaucoup aussi d'intellectuels et chercheurs en histoire qui donc témoignent des Français aussi qui ont dénoncé certaines choses et grâce à eux aussi on a des témoignages. Donc on va aller voir tout de suite ce politologue donc français qui est donc Olivier Cour-Grandmaison, vous le connaissez bien, un grand monsieur qui a toujours donc été là pour rappeler l'histoire. Regardez à travers cette interview. Il faut rappeler comment est-ce qu'ils se sont effectivement retrouvés au Muséum d'histoire naturelle. Rappeler que ce sont des crânes effectivement de résistants et pas d'insurgés, comme c'est souvent dit en France, donc de résistants à la puissance coloniale française et aux troupes d'occupation françaises en Algérie, et plus spécifiquement devant l'oasis de Zaatcha, qui a pour particularité d'avoir très longtemps résisté aux armées françaises. Et lorsque ces armées françaises ont enfin conquis cette oasis, les militaires, avec l'aval de leurs officiers, ont effectivement perpétré un massacre absolument terrible et qui est bien connu des contemporains très vite, puisque Victor Hugo cite la prise de l'oasis de Zaatcha dans Les Misérables en rappelant que des moyens militaires extraordinaires et une guerre tout à fait singulière a été menée à cette occasion. Et effectivement, à la suite de ce massacre, des officiers et des soldats vont, comme c'était souvent le cas à l'époque, décapiter un certain nombre de résistants. Et les crânes vont être effectivement transportés à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Alors la décapitation est aussi une façon, d'une façon certaine de, pour le dire en ces termes, au fond tuer le mort une deuxième fois et tuer la mort symboliquement. Par ces pratiques de mutilation effectuées sur les cadavres, à quoi s'ajoute là le transport en France à des fins très certainement d'études d'anthropologie physique, dans un contexte où l'anthropologie physique commence à se développer et où il s'agit donc, même si les choses vont arriver un peu plus tard, certainement de se livrer à des études sur le cubage des crânes de ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes. Donc on a pu voir aussi le témoignage donc, de Olivier Cour-Grandmaison. Voilà, c'est très poignant parce que c'est encore une fois un témoin vivant qui raconte. C'est un grand historien qui a beaucoup parlé de l'Algérie, qui a toujours été aussi là pour dire la vérité. Tout à fait. C'est l'un des plus, dirons-nous, les plus objectifs historiens français. Beaucoup plus que d'autres. Donc ce discours-là nous amène bien sûr à évoquer en islam, nous avons obligation de respecter le mort. Donc pas de mutilation du cadavre, c'est interdit. Tout à fait. Et ce qui a été fait exprès par donc le colonialiste, on l'a vu déjà dès le début de la colonisation, avec lorsque les travaux ont défoncé tout le cimetière de la région d'Alger, dans la région de Bablouad, là où il y a le lycée Émir Abdelkader aujourd'hui, c'était un cimetière donc très important qui allait vers Bablouad et donc qui a été défoncé. Et il y a de la spéculation. Certains officiers français ont vendu ces ossements-là à des sociétés, des industriels dans Marseille. Et donc ces ossements ont été utilisés pour faire du savon notamment, et pour faire du sucre noir, etc. Ça encore une fois, c'est
un atroce crime. D'ailleurs, les espions de l'émir Abdelkader l'ont informé de cela et il a décrété l'interdiction d'acheter et de consommer le sucre noir à l'époque au niveau de son État. Donc, à l'époque, il n'y a pas eu, sauf que la Chambre de commerce de Marseille a démenti l'événement, mais en fait, des Français ont écrit, il y a eu des articles qui ont été publiés sur cette pratique coloniale qui reste une honte, encore une fois, et terrible crime contre l'humanité, contre, bien sûr, le respect. Il n'y a pas de respect du mort. Tout à fait. Comme l'a dit Olivier Grandmaison, la Cour Grandmaison, il dit justement, il tuait une deuxième fois la personne et la privait d'une sépulture digne. Alors, on a reçu, c'est vrai, quelques crânes, mais il en reste encore. Oui. Et nous demandons la restitution également du crâne du fils de Cheikh Bouziane, qui avait à l'époque 15-16 ans, qui a été fusillé avec son père et décapité avec son père. Et donc il y a d'autres résistants également. Et très courageux aussi. Il y a une anecdote qui tourne autour de cette résistance, de son courage. Tout à fait. Dans les crânes réceptionnés, nous avons celui de Mohamed Belhaj, qui est un jeune de 17-18 ans de la région de Bni Mnasser, qui est sur les hauteurs de Cherchel. Ce jeune, avec toute la tribu de Bni Mnasser, c'est une tribu qui a été pratiquement exterminé par le général Saint-Arnaud, qui a fait des choses horribles dans cette région-là. Donc, ce sont tous, bien sûr, des officiers exterminateurs, des officiers criminels, génocidaires, qui normalement devraient être jugés par le tribunal de l'histoire. Tout à fait. Alors, vous êtes une des personnes qui, justement, avait toujours dénoncé ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, la déportation de Nouvelle-Calédonie, là encore une fois, les essais nucléaires aussi qui ont été atroces, qui ont été commis aussi sur des Algériens. Ils ont placé des Algériens, ils ont fait des essais. Il y a eu donc des cobayes. 13 donc, essais nucléaires sur le sol algérien, dans le sud, bien sûr, algérien, à Argan notamment. Et le crime continue encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de décontamination. Il y a eu toujours des radiations qui touchent encore la population. Il y a donc des malformations. C'est encore, ça continue, c'est-à-dire un crime qui est encore les populations du Sud payent toujours un tribut à ces essais. Et malheureusement, ce dossier n'a pas encore été ouvert. Il faut qu'il soit ouvert. C'est l'opportunité parce que nous avons un taux d'avortement qui est très élevé dans la région. Nous avons également des cancers qui sont 2 à 3 fois plus importants dans cette région qu'au niveau du nord de l'Algérie. Il y a également des malformations, vous l'avez signalé, les pourcentages sont également très élevés. Bien sûr, il y a des risques de contamination des nappes hydrauliques, mais également certaines cultures ont disparu. On a également un baillot radioactif qui a détérioré la principale culture vivrière de la région, qui est la palmeraie. Des espèces ont disparu également, etc. C'est des crimes contre donc, aussi tout cela, et puis les risques persistent. Vous l'avez signalé, c'est le problème de l'irradiation de pratiquement 100 000 km² qui entoure Regan, mais également dans la région de Tamanrasset, où on pense qu'il y a eu, avec les essais souterrains, pratiquement 450 kilotonnes ont été donc injectées dans une montagne, et à tout moment, il risque d'y avoir des émanations. Exactement. Et donc, il faut, ça constitue pour nous un risque majeur qu'il faut prendre en considération. Puisque vous avez donc mené toujours ces combats pour rétablir la vérité, pour raconter aussi à la jeune génération, quand vous voyez des images comme ça, solennelles, avec une cérémonie, un recueillement, toute l'Algérie entière est justement accrochée à ces images, figée, oui. Vous vivez comment le moment aussi? C'est un moment d'intense émotion. D'abord, ça nous permet, nous, génération post-indépendance, de rendre hommage à ces résistants, de nous assurer qu'une partie de l'histoire, nous l'avons réalisée avec l'enterrement de ces sépultures-là et suivant, bien sûr, notre religion. Donc, c'est une partie, en quelque sorte, une sorte d'apaisement. Voilà. Qu'on ressent lorsqu'on les a mis sous terre. Nous aurons peut-être accompli une partie du devoir
que leurs contemporains n'ont pas pu le faire à l'époque parce que le joug colonialiste était terrible. Terrible. Allah yarham shuhada. Et bien sûr, revivre aussi ces moments forts d'émotion à la veille, bien sûr, de la célébration du 58e anniversaire donc, de l'indépendance de l'Algérie. Et bien sûr, double anniversaire, parce que c'est aussi la fête de la jeunesse. Ça permettra aussi aux jeunes de connaître leur histoire et de mieux continuer à avancer vers l'avenir et construire d'autres belles choses avec l'Algérie. Voir cette cérémonie. Aujourd'hui, au Palais de la Culture, il y aura donc une journée de recueillement. Tous les Algériens auront la possibilité d'aller se recueillir sur la mémoire, bien sûr, de ces 24 résistants, chefs résistants, des Atcha, et bien entendu dans le respect du Covid, parce qu'il va y avoir... Dont 7 sont anonymes, on ne connaît pas les noms, c'est encore un autre crime. C'est encore un autre crime parce qu'on n'a pas idée de décapiter un chef de la résistance, ensuite de ne pas mettre le nom sur le crâne, de le conserver comme ça plus d'un siècle et le restituer sans donner son identité. C'est un autre crime. Tout à fait. Eh bien, on va prendre un appel là tout de suite avec un professeur d'histoire qui nous appelle donc de France. On a eu l'occasion aussi de l'avoir au bout du fil il y a quelque temps. C'est Monsieur Ahmed Rouadjia. C'est cela. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous suivez l'émission avec nous, vous suivez aussi cet événement historique, celui donc du rapatriement des 24 chefs de la résistance algérienne. Oui, j'ai suivi, oui. Et en tant que professeur d'histoire, vous le vivez comment justement aujourd'hui? On se demande pourquoi ce rapatriement a eu lieu presque 60 ans après l'indépendance, mais pas auparavant. C'est la première question. Le retour, c'est un acte, bien sûr, patriotique qui témoigne de l'attachement des Algériens à leur histoire et à leur martyrs. Et bien sûr, ça montre aussi les crimes qui ont été commis par la colonisation française en Algérie et dans les colonies françaises, la Cayenne, la Nouvelle-Calédonie, etc., les déportés algériens de 1870 lors de la révolte de l'Mokrani. Il y a plusieurs crimes qui ont été commis, bien sûr, en Algérie. À cette occasion, et donc l'histoire et la mémoire sont deux éléments qui permettent de renforcer l'identité algérienne et la cohésion de la nation algérienne. Oui. C'est vrai. Et aujourd'hui, bien sûr, la démarche de notre jeunesse, la démarche aussi des scouts musulmans algériens, c'est de venir aussi renforcer cette identité nationale. Aujourd'hui, ils vont faire une distribution, et le 5 juillet également, ils ont commencé la distribution aussi de l'emblème national auprès des familles et des habitants pour renforcer cette identité nationale, revenir sur l'histoire et s'approprier notre histoire pour pouvoir mieux avancer à l'avenir. Oui, mais je pense que l'identité algérienne ne se renforce pas par le folklore, le romantisme, le sentimentalisme, mais par une pensée critique, une évaluation de l'histoire algérienne selon une approche critique et qui ne sera pas une sorte d'apologie ou d'auto-apologie. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous pour ce qui est du folklore, c'est vrai, mais c'est important puisque la jeunesse doit aussi connaître son histoire, même si ça passe par quelquefois un petit peu peut-être de folklore. Il y a donc le travail des historiens qui est d'autant plus important parce que cette démarche reste une démarche noble et surtout scientifique pour beaucoup de professionnels. Oui, ce que je voulais dire tout simplement, que l'amour pour la patrie, l'unité nationale sont des choses acquises de facto pour chaque Algérien et Algérienne. Mais le problème, au fait, ou plutôt la carence dont nous souffrons, c'est l'esprit critique et la nuance. La nuance, par nuance, j'entends par là qu'il faut toujours distinguer entre le colonialisme, la soldatesque militaire française, le colonialisme des hommes politiques du peuple français. Et cette nuance n'est pas faite parce qu'on met tout le monde, tous les Français dans le même panier
mais en même temps, nous sommes quelquefois des hypocrites. D'un côté, on critique les Français, et la France est de l'autre côté le seul pays de notre destination, de notre tourisme, c'est la France. Donc il faut arrêter ce genre de critiques malsaines et qui est génératrice d'amalgame et de bien sûr, conception religieuse. l'amalgame est jamais bon, bien sûr. On a toujours, en tout cas, dans notre émission, pouvoir parler et donner la parole à cette frange aussi de la société. Les Français qui ont aussi aidé, étaient là aux côtés, bien sûr, du peuple algérien pour pouvoir aider à décrocher cette indépendance. Et grâce à beaucoup d'entre eux, nous avons aussi été mis main dans la main pour pouvoir aussi accéder à notre indépendance. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et d'avoir témoigné. Je vous dis bonne journée et à très bientôt. On continue avec professeur Riadi. Oui, moi j'aimerais uniquement faire un petit commentaire, rebondir sur ce qu'a dit le professeur Wajia. C'est d'abord, on ne confond pas le peuple français avec les colonialistes, avec ce qu'a fait bien sûr avant 62, mais les responsables politiques français, certains, ceux qui détiennent le pouvoir, ont une responsabilité historique. Tout à fait. Il y a eu des lobbies, bien sûr, pour essayer de camoufler, de retarder, de freiner la remise des archives, la remise des canons. Il n'y a pas que il n'y a pas que ça. Le canon qui est à Brest, mais il y a également des centaines de canons qui ornent aujourd'hui la place des Invalides et d'autres espaces. Et le pillage aussi de notre patrimoine. Le pillage, comme vous l'avez dit. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut absolument qu'il y ait restitution de ce qui appartient au peuple algérien. C'est un patrimoine, et le patrimoine, donc, il doit être conservé, c'est clair. Donc, ça a tardé, on lui répond, parce que c'est vrai que c'était les démarches. C'est un peu, juste cela. Mais j'aimerais revenir sur le devoir de mémoire. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un décalage entre, par exemple, la perception par la jeunesse de la Révolution, de la guerre d'Algérie, de la colonisation de 130 ans, et, si vous voulez, la réalité des faits. Je sais, j'ai discuté avec des jeunes hier, ils étaient pratiquement surpris d'apprendre qu'il y avait des crânes, qu'on allait restituer, des crânes de résistants. Les jeunes ne savaient pas. Donc c'est pour ça que je lance un appel au ministère des Moudjahidines. Son action aujourd'hui n'est pas visible et n'est pas audible. Donc il faut absolument qu'il change de discours, qu'il s'adapte à ces nouvelles générations qui sont des générations... Aujourd'hui, c'est une génération didactique. C'est une génération portée sur aussi les nouvelles sociaux. technologies. Donc il faut utiliser les mêmes moyens. Et plus que ça, il faut que le ministère des Moudjahidines recrute carrément des jeunes blogueurs, des jeunes qui connaissent très bien les réseaux sociaux et les responsabiliser pour qu'ils diffusent cette information-là. Il ne faut pas qu'elle soit confinée dans des musées qui ont été construits avec beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui c'est des coquilles vides. Donc il faut absolument, c'est un devoir de notre génération. Aujourd'hui, cette génération ne demande qu'à s'approprier son histoire, parce qu'ils sont très réactifs. Hier, les réseaux sociaux ont été inondés par cet événement, un événement historique, et beaucoup de jeunes ont réagi, étaient très touchés, et donc ça prouve que la toile s'est enflammée hier. Tout à fait. Ça prouve que l'histoire intéresse la jeune génération, du moment qu'elle est bien enseignée, du moment qu'elle est bien transmise à cette jeune génération. Ben Mehdi l'a bien dit, donner la révolution à la rue, le peuple va se l'approprier. Donc donner cette information-là, donner ces moyens à la jeunesse, et je suis sûr que notre jeunesse n'est pas plus mauvaise que celle qui l'a précédée. Tout à fait. Et donc elle est capable de faire l'impossible et de montrer qu'elle est à la hauteur des responsabilités. Exactement. C'est très important. Alors, on rappelle aussi que votre démarche était plusieurs fois bien perçue par beaucoup de personnes qui aiment l'histoire. Donc, un livre est sorti, Exaction coloniale en Algérie. On va le voir. C'est un récent livre qui est sorti il y a une année quand même. En 2019. Oui. Ça parle encore une fois des exactions. Il faut faire remarquer que moi, je suis un profane. Je ne suis pas historien, je suis médecin et
je suis passionné par président de la fondation. Voilà. Au lieu d'aller faire peut-être d'autres hobbies, j'ai mon hobby, c'est l'histoire un peu. C'est l'histoire, tout à fait. Alors on voit donc exactions coloniales en Algérie, ça raconte encore une fois toutes les exactions qui ont été commises sur le peuple algérien. C'est un livre que j'ai fait sous forme très didactique, destiné aux lycéens. C'est dommage que le ministère de l'Éducation ne l'ait pas pris dans sa nomenclature de livre, parce qu'il essaye de répondre aux attentes des jeunes en se basant sur le droit humanitaire international. Le livre commence par « La France a-t-elle commis un génocide ?» Il y a une réponse. A-t-elle commis un crime contre l'humanité? A-t-elle commis un crime de guerre? Il y a des réponses. En ne prenant que des références françaises. Voilà. Donc c'est clair. Je me suis amusé un peu à faire une construction très didactique, très simple, avec un but pédagogique pour faire connaître la réalité, dans un style très simple d'ailleurs, accessible à tous les jeunes. Voilà, et c'est formidable. Vous travaillez aussi sur un autre ouvrage qui va sortir. Qui est sorti hier. Qui est sorti hier, ça y est, c'est d'actualité. Vous consacrez cela à la femme aussi algérienne, totalement qui a toujours été de tous les combats en Algérie, de même tous les durant combats, la guerre de qui souvent a été marginalisé, qui n'est pas très connu. Donc c'est un livre également que je pense exceptionnel, qui commence avec les royaumes amazirs et se termine à la période actuelle. Puisqu'on trouve un peu de tout. Il y a plus de 700 noms de femmes qui sont citées, avec une introduction bien sûr sur chacune. Et il reflète une richesse de ce pays en grandes dames. L'Algérie a eu de grands noms, et c'est grâce à ces grands noms, parce que souvent on dit derrière chaque grand homme il y a une femme, mais jusqu'à présent ces femmes étaient invisibles. Donc le livre a essayé un peu de mettre sous éclairage ces dames qui étaient derrière ces hommes, aussi bien par exemple Ahmed Bey de Constantine, c'était sa maman qui était une femme exceptionnelle, l'émir Abdelkader également sa maman, mais également sa femme, qui ont joué un rôle de premier plan qu'on ne connaît pas très bien, et il y en a eu d'autres dans l'histoire. Ça reste passionnant, et on aura l'occasion de vous recevoir pour pouvoir en parler en détail, Inch'Allah. Merci beaucoup de répondre toujours à nos invitations, et merci pour votre témoignage. On rappelle que à partir d'aujourd'hui au Palais de la Culture, il va y avoir cette cérémonie aussi de recueillement ouvert aussi à tous les Algériens, bien sûr dans le respect, parce que vous le savez, on respecte bien sûr cette distanciation physique. Il est obligatoire aussi de porter donc des bavettes, les masques, et bien sûr essayer donc d'être loin les uns des autres toujours, mais pouvoir assister à cette cérémonie va rester historique pour tous les Algériens. Merci beaucoup, professeur Yati. C'est moi, merci. À très bientôt. Bonne journée. On reste ensemble, bien entendu. On continue à parler d'histoire avec ce reportage signé Mounana Ouelhamoudi qui nous fait qui nous rappelle aussi l'opération de restauration des ouvrages historiques au Centre de recherche et d'études. Regardez, on se retrouve juste après. Ce sont là des documents historiques précieux datant de la période coloniale. Des journaux, des écrits et des manuscrits soigneusement préservés par le Centre de recherche et d'études sur le mouvement national. En grande partie restaurés, ces documents sont scannés et reproduits sur une base numérique. On a un lot très très important de presse coloniale, c'est l'héritage du colonialisme. Voilà, donc on veut profiter au maximum de ce butin, si on peut dire, pour le sauvegarder pour les générations futures. Donc la restauration a été bien faite. Ils ont récupéré pas mal de photos, pas mal de pages, parce qu'ils étaient déchirés. Donc ils ont utilisé un papier spécial pour récupérer ces données. Lancée en 2016, la vaste opération de restauration a touché tous les ouvrages historiques recouvrés par cet établissement. Près de 2000 ouvrages ont été restaurés et foliotés. Principale vocation du centre, le recueil de témoignages vivants des Moudjahidines. Une mission d'autant plus compliquée que ces artisans de la Révolution sont âgés, souvent affaiblis par la maladie et les séquelles d'un passé douloureux. Pour certains, la mémoire fait défaut. Même اللي ما زالوا
La plupart des moudjahidines sont décédés. Ceux qui restent en vie ont perdu leurs facultés physiques ou mentales. On se démène pour leur soutirer des informations. C'est un combat quotidien. Notre objectif est de continuer d'écrire notre histoire. À ce jour, plus de 2000 témoignages vivants ont été recueillis par cet établissement. Les témoignages que nous recueillons, même dans les confins les plus reculés de l'Algérie, servent dans le cadre de la recherche scientifique académique. Nous travaillons également sur le dossier des crimes coloniaux contre l'être humain, l'environnement ou même l'identité. Certains de nos ouvrages feront l'objet de productions cinématographiques dans des longs métrages et des films documentaires. Ainsi, on aura contribué à l'écriture de l'histoire contemporaine de l'Algérie. À ce jour, des milliers d'ouvrages historiques, des chroniques et des productions cinématographiques ont été réalisées. De 1830 à 1962, la révolution algérienne, l'une des plus importantes de l'histoire contemporaine, nécessite encore un grand travail de recherche. Une véritable course contre le temps, d'autant plus que les derniers témoins de l'histoire sont en train de s'éteindre. Avec eux, des pages entières de l'histoire seront oubliées à jamais. Voilà, gloire à nos martyrs. Nous allons continuer notre émission et cette fois-ci parler bien sûr de la force de la jeunesse algérienne qui est là pour la reconstruction et surtout l'avancée bien sûr de notre pays avec deux jeunes femmes qu'on a pu recevoir ce matin, qui en a plaisir aussi à présenter un exemple puisque le 5 juillet c'est aussi demain, on aura l'occasion d'avoir tout au long de la semaine des exemples aussi donc de jeunesse et surtout de patriotisme avec aussi l'ancienne génération qui nous parlera d'histoire. Avec nous, donc, nous avons Wiam Khoudir, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci à vous d'être venue. Vous êtes responsable, directrice des relations extérieures au niveau de l'ACEPA, c'est cela? Oui. Vous êtes l'ACEPA, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Voilà, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, ACEPA a été créé il y a 10 ans, en 2009, par un groupe d'étudiants qui visait à améliorer la formation du futur pharmacien, mais aussi sensibiliser la population, vulgariser l'information scientifique à travers diverses campagnes de sensibilisation qu'on organise tout au long de l'année. Tout à fait. On a eu le plaisir de vous recevoir plusieurs fois, reçu aussi vos collègues pour parler de vos différentes actions et je sais que vous êtes très actifs, tous comme vous êtes, sur le territoire et surtout à Alger, plus précisément. On va donner aussi la parole à notre amie invitée Soraya Asbiri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est toujours plaisir de passer à la chaîne algérienne Canagérie. Voilà, vous êtes artiste. Oui. Vous êtes artiste, mais une artiste qui est vraiment, on va dire, pluridisciplinaire, qui vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est cela, comme on dit. Vous êtes dans la musique depuis très jeune, vous avez donc entamé une carrière artistique et on a choisi de vous inviter sur notre plateau à la veille, bien sûr, de la célébration du 5 juillet pour montrer aussi cet engagement pour votre patrimoine. Et là, patrimoine, oui. Voilà. C'est toute une carrière même professionnelle, toujours d'œuvrer dans la culture et voilà. Ouais, dans la culture et surtout l'encadrement, parce que vous êtes dans l'encadrement de la jeunesse. Je suis conseillère jeunesse, donc j'ai œuvré, ça fait 30 années avec les jeunes, donc c'est tout un plaisir professionnel aussi. Voilà. Et alors, symboliquement aujourd'hui, vous êtes là parmi nous pour rappeler encore une fois la force de cette jeunesse, la force aussi donc de la transmission, bien sûr, de l'histoire, la transmission aussi du savoir. C'est très important. Là, aujourd'hui, vous allez nous chanter une chanson patrimoine. Voilà. Moi, j'ai choisi une chanson du terroir, du patrimoine. Déjà pour parler de l'importance culturelle et de la sauvegarde du patrimoine immatériel algérien et du rôle de la femme aussi, qui a été quand même pendant la Révolution exclue dans le domaine des études et de la culture savante, mais elle a aussi œuvré dans la culture populaire. Quotidiennement, la femme, elle avait toujours là
à chanter. Et par la suite, parlant de la chanson révolutionnaire, elle chantait des chouhada, c'est-à-dire des moujahidines qui ont contribué. Et on a pu collecter ces chansons et connaître un peu des lieux et des événements, parce que la culture, c'est tout un... C'est une dynamique, c'est-à-dire un élément dynamique, et la femme, elle a joué le rôle de détentrice et de transmettrice. De la mémoire aussi. De la mémoire, c'est très important. Moi, je leur rends hommage aujourd'hui. Tout à fait, comme l'a dit notre invité, professeur Khiyati, on disait toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui. C'est vrai que, mais la femme a toujours accompagné des grands noms, qui a aussi beaucoup joué durant la guerre, après, et bien sûr à l'heure actuelle. On a retrouvé beaucoup dans les collectes, beaucoup de chansons qui nous parlent des chouhada, des moujahidines. C'est un plaisir, on leur rend hommage. Donc la femme avec tout, elle est là. Exactement. Voilà, et on a voulu aussi vous inviter, puisque vous avez fait un travail énorme aussi. Vous avez collaboré avec le NTV pour ce qui est donc de nombreuses productions, musique de film, générique de film. Et puis vous êtes dans la transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation en photographie. Aussi. Audiovisuel, on a eu quand même la chance à l'Institut des cadres de la Jeune Sport d'avoir... moi, j'ai choisi une spécialité art lyrique, en plus de ce que je faisais. Et l'audiovisuel, donc on animait des ateliers de photographie, c'était le noir et blanc. Donc, ça reste toujours un plaisir d'être dans un labo. Et aussi accompagner les jeunes dans leur apprentissage, parce que là, ça développe le côté cognitif, l'adaptation et le signe de soi. Donc c'est tout un travail. Voilà. Très bien. Alors on va vous laisser prendre votre guitare et nous interpréter justement un morceau qui vraiment va cadrer avec la journée d'aujourd'hui, la journée de demain. Allez-y. Très bien. Voilà, merci. Le titre c'est زوج دراري طلعوا جبال يا الجزائر نجمة وهلال. الله يبارك. سمحيلي للجهلي سمح حربة بوليدي ليه مكتوبة في الجبين تعدي سمح حربة بوليدي مكتوبة في الجبين تعدي زوج دراري طالعوا الجبال 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 يا الجزائر نجمة وهلال زوج دراري طالعوا الجبال يا الجزائر نجمة وهلال زوج دراري طالعوا الجبال ضربوا ضربة جابوا لي شعر زوج دراري طالعوا الجبال يا الجزائر نجمة وهلال كنت قاعدة تحت شجرة ورقة خضرا طاحت عليا هي تكتب وانا نقرا بالشهداء جت الحرية هي تكتب وانا نقرا بالمجاهدين جت الحرية هي تكتب وانا نقرا يا الجزائر نجمة وهلال. Bravo.
Oh, je l'ai il y a adapté avec un petit arrangement. Oui, voilà. magnifique, Ouais, avec c'est votre simple, voix mais douce. merci. Et Voilà. quand on voit aussi les images de la fête descriptif d'Elias. par rapport au lieu, voilà. Oui, Merci. avec bien sûr ces images aussi de l'indépendance de l'Algérie, avec toute cette jeunesse, ces gens qui sont sortis un 5 juillet, C'était heureux, un plaisir, fiers. donc on est très fiers aussi. Et je voudrais aussi témoigner, hier c'était vraiment émotionnel de voir la restitution des crânes qu'on a vus. Donc moi je remercie parce que je voudrais témoigner de ça. Je sentais qu'il y avait une considération, une gratitude à ces gens-là. Tout à fait. Et c'est grâce à eux qu'on est là. Donc, Exactement. Voilà. On va continuer à parler. On va aussi donner la parole à notre amie Wihan qui, elle, a fait énormément justement ces jours-ci, durant le Covid. Ça continue, vos actions. Vous, en tant que jeune aujourd'hui, vous voyez votre travail comment, après avoir vu cette page d'histoire? Alors, dans le cadre de nos études, de notre association, on essaie de contribuer justement à l'avenir de notre pays, donc à travers notre formation, à travers nos activités, comme vous l'avez dit. Comme on l'a fait durant le confinement et d'ailleurs durant les 10 dernières années d'expérience que l'association a eues, on essaie de sensibiliser les gens, d'améliorer la communication avec notre population, vulgariser l'information scientifique, conseiller les gens, donc rendre un peu l'information accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'on vise, c'est notre principal but, faire parvenir ça à notre population. On n'est pas toujours informé, c'est pas toujours facile d'avoir les différentes informations, les différents conseils sur les maladies, que ce soit maladie, que ce soit plein d'aspects, tous les aspects qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc, on essaie d'apporter ça C'est en ça, tant et que vous êtes jeune. sur le web surtout. Hein. Justement, sur les réseaux sociaux. Constamment des rencontres autour d'une thématique bien précise. Et surtout, il faut saluer aussi vos efforts parce que vous venez de sortir une revue, une toute nouvelle revue qui a 50 pages, c'est ça? Qui a 50 pages, c'est le tout premier magazine de la CEPA. C'est un projet sur lequel notre équipe travaille depuis très longtemps et il vient tout juste d'être concrétisé. Donc c'est une revue qui aborde dans le principal sujet, c'est le Covid, donc l'édition 2020, c'est un peu le sujet qui fait la une des médias. Mais le magazine aborde aussi plusieurs sujets, donc le principal article tourne autour de la vaccination contre le Covid-19, est-ce qu'on peut espérer un vaccin avant 2021, etc. Ensuite, à côté, il y a bien sûr les événements qu'on a fait, on a résumé un peu tout ça, les webinaires qu'on a fait, les thèmes, donc on a abordé la grossesse, le tabagisme, la psychologie, etc. Ensuite, il y a des dossiers, donc sur la pharmacie d'officine, la pharmacie galénique et la technologie au service de la pharmacie. Voilà. Donc, ces différentes thématiques que vous abordez régulièrement avec l'ensemble aussi donc, des membres de la CEPA, donc cette association des pharmaciens d'Alger, bien entendu, qui sont soucieux donc d'être toujours au service de la population, mieux informés, pouvoir aussi toucher un maximum de personnes, surtout dans cette crise sanitaire, durant cette crise sanitaire. En particulier pendant ça fait partie aussi des engagements aujourd'hui de la jeunesse, toujours être au plus près et rendre service à cette population qui ne demande qu'à apprendre davantage de jour en jour. Alors comment est-ce que vous avez, aujourd'hui, vous voyez cette indépendance, cette force de la jeunesse ? Donc justement, notre force réside dans le fait qu'on puisse informer les gens. Donc on peut sortir dehors, on peut parler aux gens, on est actif sur les réseaux et d'ailleurs tout le monde est actif sur les réseaux maintenant. C'est un peu le moyen de communication chez tout le monde. Donc quand on est jeune, on est ambitieux, on a de l'énergie, on est motivé. Voilà, on est motivé, on a de l'énergie. Surtout pour les jeunes qui sont très engagés dans le bénévolat, donc ça fait vraiment plaisir. C'est la catégorie de la population qui est la plus active, qui est la plus disposée
c'est le futur apporter le flambeau, hein, et continuer le combat d'une autre façon. Nos ancêtres l'ont porté vaillamment et courageusement à travers, bien sûr, ils l'ont payé au prix cher, hein, le prix donc de leur vie. C'est notre rôle d'honorer ça. De pouvoir honorer leur mémoire, leur rendre hommage à travers, bien sûr, des actions, à travers la télévision, à travers aussi des ouvrages, des journalistes qui travaillent sur ça, des historiens, mais aussi cette jeunesse qui doit aussi continuer le combat différemment. Travailler, communiquer, transmettre ce qu'on fait dans notre formation aussi. Donc voilà, on est motivé, c'est ça. Certaines personnes disent les jeunes sont décalés de l'histoire, ils ne se sont pas appropriés l'histoire. Est-ce que vous leur répondez comment aujourd'hui? Donc je dirais que chacun perpétue cela et chacun apporte sa part à sa façon. Donc nous, on est étudiants en pharmacie, on est actifs dans le secteur de la santé, on essaie d'améliorer cela en organisant des sensibilisations, en parlant à la population, en faisant des formations, en organisant des campagnes d'action humanitaire, visite des hôpitaux, de tout ce qui est humanitaire. On est en train de voir vos affiches, voilà, par exemple, c'est ce que vous faites. Vous êtes donc, voilà. Donc ça, c'est la campagne qu'on est en train de... la campagne actuelle, c'est celle des maladies gastro-intestinales. Donc elle commence du 1er au 7 juillet. D'accord. Et elle traite tout ce qui est maladie gastro-intestinale. Il y a eu des infographies qui parlent des différentes maladies, à savoir la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, les diarrhées, les constipations. Voilà. Donc ça, c'est la fiche du webinaire qui aura lieu ce soir et qui va concerner l'homéopathie et médicaments, comme vous pouvez le lire. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre. Voilà, c'est à partir de 19h. Et c'est sur notre page Facebook ACEPA. C'est public, c'est gratuit et ça sera partagé, bien sûr. Voilà. Ça, c'est donc des exemples de notre jeunesse. On a eu l'occasion à chaque fois dans Bonjour d'Algérie de pouvoir recevoir des jeunes qui travaillent sur différents domaines, secteurs, et on est donc très fiers des clubs scientifiques qu'on a pu recevoir et continuer à montrer en tout cas cette énergie positive. Avec vous, Soraya, on a pu apprécier votre belle voix, on a pu parler aussi de votre engagement aussi pour préserver et surtout transmettre à cette génération, cette jeunesse, ce patrimoine algérien, typiquement algérien. Très bien. Justement, en parlant de transmettre, moi je lance un appel de reprendre dans les écoles et tous les établissements on le fait à la jeunesse et des sports, ces activités artistiques. C'est très important. Pourquoi ? Pour trouver justement des gens qui sont motivés, qui s'impliquent dans la vie sociétale et tout. Généralement, c'est des enfants ou des jeunes qui ont été dans des groupes ou dans des ateliers artistiques. Ça développe 2 points. Sur le plan personnel, c'est la satisfaction de connaître par exemple un instrument ou autre chose, ou le théâtre. Mais en même temps, ça travaille bien sûr sur le plan thérapeutique. Et surtout sur le plan social, c'est de s'intégrer dans un groupe. C'est vrai. Et c'est là qu'on devient quelqu'un qui peut partager, de s'exprimer, voilà. Pour aller à la société faire un bon manager, par exemple. Oui, d'accord, voilà. Je le fais. Bon, c'était mon souhait quand j'étais directrice à l'Office Sport, Culture, Loisirs, de créer ce genre de choses. C'est pour ça que je tiens aujourd'hui, je remercie nos jeunes qui sont extraordinaires. Moi, j'ai accompagné 30 années. Nous avons une jeunesse très motivée, très compétente, mais il faut une orientation, de reprendre justement que les parents c'est-à-dire inscrivent leurs enfants toujours dans des ateliers. Ça travaille vraiment l'individu sur le plan émotionnel, cognitif et aussi le travail, les signes de soi. Et le plus important, c'est qu'ils s'intègrent c'est-à-dire dans le groupe, et c'est là qu'on peut avoir des jeunes qui contribuent. Il ne faut pas les exclure, il faut les impliquer. Généralement, on entend parler, nos jeunes ne s'intéressent pas. Mais c'est un travail aussi qu'on doit faire. Exactement. On doit leur donner la chance de s'impliquer, la chance de s'exprimer. Et croyez-moi, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. On a pu les voir à chaque occasion. Ils sont là. Bien. Donc, et la chance que l'Algérie a une grande jeunesse. Donc, c'est sa force, justement. C'est sa force. Donc, un appel aussi à la direction de la culture de mettre surtout des projets purement dans l'apprentissage, dans la pédagogie.
Ça, c'est parce que généralement, les fêtes, ça se termine, mais il faut aller vers la formation et de faire attention à ces jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez un autre cadeau à nous offrir à travers votre voix et votre guitare? Très bien. Là, c'est juste un extrait d'une petite composition que je suis en train de faire. Jazairuna aqsamna bikil yamin. Les paroles de, je remercie M. Amin Bardadi qui a donné, c'est le poète. Donc voilà, on va vous écouter. جزائرنا أقسمنا بك اليمين فما الموت موت ولو في بروج نحكي مجد أسود العرين أسود براري صحاري وثنون وصية الشهيد عاش منهم حكاية وطن للخلود بلود جيش سبيل لنوفمبر حنين وما دلولنا للجزائر خلود جزائرنا أقسمنا بك اليمين فما الموت موتا ولو في بروج نحكي مجد أسود العرين أسود برري صحاري وثلوج. Voilà, c'est juste en acapella, mais elle est travaillée en acapella pour l'Algérie. Vous chantez toujours et vous choisissez toujours des thématiques autour donc, de l'Algérie. C'est ça. Voilà, moi j'ai commencé bien sûr le Melouf, mais après j'aime bien travailler dans la thématique voilà, des sujets qui... Voilà, donc je travaille avec un ensemble bien sûr de poètes pour qu'il y ait un travail de groupe. Et bien sûr, ça c'est des compositions, j'ai tout un travail, j'espère que voilà. Vous avez une bonne formation de base à Constantine et puis vous êtes venu, vous avez donc travaillé avec, vous avez collaboré aussi avec bon nombre d'artistes pour pouvoir aussi toucher un petit peu à tout et travailler sur différents registres. C'est ça. Donc, j'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée avec les groupes de jeunes. J'ai eu par le biais d'autres diplômes, donc jusqu'à devenir aussi manager, chef d'entreprise d'un office. Et là, j'ai mis toutes mes expériences. Dans le mouvement associatif, c'est très important aussi, une nomination en tant que démocratie du programme Euroméditerranée. Donc, je suis toujours impliquée avec les ONG, les associations et tout. L'objectif, c'est de partager nos expériences jusqu'à aller à la musicothérapie. C'est très important aujourd'hui. Psycho, donc là aussi, on va développer des ateliers sur ça pour l'accompagnement. Donc, vous voyez que la musique, c'est un bien-être et en même temps, ça peut aider la personne à s'en sortir de son malaise. D'ailleurs, parlons du coronavirus actuellement. C'est très important d'accompagner les gens parce que à la langue, ils stressent. Le stress. Il y a énormément donc de problèmes. Il faut mettre c'est-à-dire des cellules de débriefing, de suivi et d'accompagnement pour les gens qui travaillent, que ce soit administrateurs ou autres, parce qu'à la langue, de voir parce que la même chose, le confinement, de voir les gens mourir. Donc, et le pénible, c'est qu'ils n'arrivent même pas à faire le deuil parce que ça, c'est personne. Donc, c'est tout un travail. Donc, vous voyez, l'accompagnement musical, c'est pas juste un registre de chanter, de sauvegarder le patrimoine et d'accompagner aussi sur le plan psychique. En tout cas, le thème de la musicothérapie, peut-être que ça vous intéressera lors d'une thématique particulière. Bien sûr, déjà, au sein de la CEPA. Donc, dans le cadre de notre volet activité éducationnelle, qui est beaucoup plus dédié aux membres de la CEPA, parce qu'il faut savoir qu'on a un côté qui est adressé au grand public, tout ce qui est campagne, sensibilisation, action humanitaire. Après, dans le cadre du volet activité éducationnelle, on a un comité divertissement, on a un comité qu'on appelle Pharmacy Education. Donc c'est un peu des formations qui sont adressées aux membres. Et le comité divertissement organise des petites sorties de divertissement, donc tout ce qui est musique, film,
pour nous divertir, pour changer un peu d'air. Bien sûr. Il y a le travail, mais il y a aussi le divertissement, il y a les bons moments. Donc c'est ce qui fait en fait la diversité. L'aspect complet de l'association. On est sur tous les plans, on essaie d'entretenir le travail, mais aussi nos membres. Très bien. En tout cas, bravo à vous et merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour célébrer avec nous cette veille, bien sûr, du 5 juillet, la journée nationale de l'indépendance et surtout la fête de la jeunesse. Rendre hommage aussi à tous nos martyrs et surtout vivre ensemble un moment historique, la restitution donc des 24 dépouilles des chefs militaires de la résistance populaire. Avec nous, vous allez le suivre à travers nos différentes émissions à la télévision algérienne. À partir donc d'aujourd'hui, il va y avoir cette cérémonie d'hommage au Palais de la Culture. Vous allez pouvoir suivre tout cela en direct. Et puis demain aussi, c'est donc la mise en terre aussi donc de ces shuhada, Allah yarhamhum, au Carré des Martyrs. Ça sera donc aussi une émission suivie et retransmise par la télévision algérienne. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être j'aimerais dire que on apporte notre part et on contribue au développement de notre pays à travers tout ce qu'on fait. Donc on vise à améliorer le futur de notre pays, surtout du domaine médical, vu que c'est le domaine où on est actif. J'espère qu'on pourra honorer les sacrifices, les nobles sacrifices des combattants, des personnes qui ont donné leur vie, et pour une meilleure Algérie, pour un meilleur futur. Merci beaucoup. Je rappelle, Wiam Khoudir, vous êtes donc directrice des relations extérieures au niveau de la CEPA, l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à vous, Soraya Sbiri. Merci. Un dernier mot. Voilà, en cette occasion, je dis, c'est la même chose, c'est le plus important aujourd'hui d'en parler de nos chouhada, nos mujahidins. Je leur dis merci, qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui, de nous exprimer. J'espère qu'on continue le parcours justement, parce que, alhamdoulilah, on a cette chance d'évoluer dans un pays libre, enfin. Et un appel, moi, c'est important. À Landa, parce que je voudrais mettre toute cette expérience des années pour un livre, j'espère que la directrice de Landa prendra ça en considération. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On vous dit à très bientôt. Et bonne continuation. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin donc, de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le débat aujourd'hui à travers nos différents plateaux historiques, surtout avec Hassan Arab et professeur Khiyati pour parler bien sûr de cette journée particulière et surtout un jour pas comme les autres, celui donc du 5 juillet. Là, bien sûr, une victoire arrachée par le peuple algérien, libération bien sûr du peuple algérien et surtout l'indépendance de notre jeunesse. C'est grâce à eux, c'est surtout grâce à ce lourd tribut et sacrifice que nous sommes libres et indépendants aujourd'hui et nous travaillons et nous sommes là toujours à vos côtés. Merci à vous de nous avoir suivis, excellente journée à vous tous et puis merci à toute l'équipe de nous accompagner. Au revoir. الأمجاد